Vous êtes à l'écoute des RFI, il est 5h30 à Libreville, 4h30 en temps universel. Céline Pellarin. La crise post-électorale au Gabon, alors que la Cour constitutionnelle examine le recours de Jean Ping, le camp de l'opposant a organisé une marche blanche pour rendre hommage aux victimes des violences qui ont secoué le pays depuis le 31 août. La terre a tremblé dans la région des Grands Lacs, un séisme de 5,7 sur l'échelle de Richter qui a durement frappé le district de Bukoba en Tanzanie. Au moins 13 personnes sont mortes. Le nouvel an éthiopien est célébré cette année dans un contexte tendu. Des mouvements de protestation ont provoqué ces derniers mois de nombreux décès dans le pays. Et pour marquer l'événement, la région Oromo appelle à une grève générale ce dimanche. Et ce résultat électoral aux Seychelles, la coalition d'opposition a remporté les élections législatives et c'est une première depuis le retour au multipartisme, c'était en 1993. Au Gabon, dans un contexte de crise électorale, la Cour constitutionnelle se prépare donc à entendre les arguments des deux camps. Depuis jeudi dernier, l'opposant Jean Ping a en effet déposé un recours devant la plus haute juridiction du pays pour obtenir un recomptage des votes lors de l'élection présidentielle. Un recomptage dans la province du Haut-Ogooué où Ali Bongo a obtenu 95% des voix, alors que le taux de participation est de presque 100%. Le camp Bongo a jusqu'à mardi pour répondre aux accusations de l'opposition. L'opposition qui a organisé une nouvelle cérémonie d'hommage en mémoire des victimes des violences post-électorales. Au QG de Jean Ping, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour une messe avant de participer à une marche blanche dans le quartier. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Libreville, Boris Vichit et Sébastien Nemeth. Ils sont plusieurs centaines, venus entièrement habillés de blanc, écouter le prêtre réciter la Bible. Une messe forte en émotion durant laquelle beaucoup ont fondu en larmes. Très ému, Alphonse, un ancien militaire, explique la puissance de la couleur blanche dans cet hommage. C'est l'innocence absolue, c'est la soif de la justice. C'est d'abord la paix. Quand vous avez la paix du cœur, rien ne peut vous arrêter. Après la messe, chacun est venu tremper ses mains dans un pot de peinture blanche avant de marcher main en l'air dans le quartier jusque sur la voie express. Pour Max Molière Moungi, cette cérémonie s'inscrit en opposition aux violences. C'est plein d'émotions et d'un symbole profond pour montrer que le peuple gabonais cultive une réelle paix. On n'est pas un peuple violent. Cette violence qui a été produite, c'est inédit au Gabon. On n'a jamais eu une telle violence. Un panneau rempli de symboles a été réalisé pour l'occasion. Dessus, la date du 31 août, jour de l'attaque du QG, des anges dessinés, une carte d'électeur et cette phrase adressée aux victimes « Vous n'êtes pas partis pour rien ». Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. La crise post-électorale que vit le Gabon inquiète également les amateurs de football. La Coupe d'Afrique des Nations pourra-t-elle avoir lieu dans le pays à partir du 14 janvier prochain ? Sur les réseaux sociaux, certains internautes réclament que cette compétition soit organisée par précaution au Maroc, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, affirme le ministre gabonais des Sports. Tout sera prêt pour accueillir la CAN 2017. On écoute Blaise Louembe. J'ai été jeudi passé visiter tous les chantiers de la CAN 2017 et les chantiers les plus importants sont ceux de Libreville, OIM et Port-Gentil. Tous ces chantiers évoluent très bien, certains sont en avance par rapport au calendrier des chefs de chantier et techniquement et sur le plan des infrastructures, aucune difficulté ne se pose à l'organisation de la CAN 2017 au Gabon. Les stades seront livrés en fin novembre et mi-novembre. Donc, sur le plan des infrastructures, nous n'avons pas de chantier en retard. Sur le plan de la sécurité, toutes les dispositions sont prises pour que les questions de sécurité soient réglées pour que la CAN se passe au Gabon en janvier 2017. Blaise Louembe, ministre des Sports au Gabon, il répondait à Édouard Dupénoit. La terre a tremblé dans l'est du continent. L'épicentre du séisme d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter se situe dans le nord-ouest de la Tanzanie, près de Bukoba, sur les bords du lac Victoria. Il y a au moins 13 personnes qui ont été tuées. Il y a plus de 200 blessés. Écoutez le témoignage de Franck Muganizi. Il habite à Bukoba. Il a vécu le tremblement de terre. À Bukoba, 3 personnes sont mortes. Et dans le district de Karagwe, on m'a confirmé la mort de 4 personnes. Mais ils pensent qu'il y a plus de victimes que ça. Là où j'étais, on a été choqués quelques secondes. Puis les gens se sont précipités dehors, ils ont commencé à courir.
Ça a été vraiment un gros choc pour tout le monde. Les gens couraient dans tous les sens. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un choc électrique, d'autres que c'était une armée qui passait, d'autres ont cru que c'était un énorme engin de chantier qui descendait la rue. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était vraiment très impressionnant. Franck Muganizi, un habitant de Bukoba en Tanzanie. Et dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, la rivière Liliou, située dans la province de Luabala, est polluée depuis mardi. Les eaux sont en effet souillées par de l'acide sulfurique. À l'origine de cette pollution, un camion-citerne de la compagnie chinoise Sicomine qui a eu un accident. L'acide dans ses cuves s'est donc déversé dans la rivière. Les autorités ont immédiatement demandé aux habitants de ne plus consommer l'eau de la rivière. D'après Tamboué Lufungula, coordinateur provincial de la société civile à Kolwezi, aucun cas d'intoxication humaine n'a été signalé pour le moment, mais cette pollution provoque de grandes difficultés d'approvisionnement en eau pour plusieurs milliers de villageois. Les populations particulièrement touchées sont celles qui occupent deux villages riverains, Noa et Sapatelo. Ils peuvent contenir entre 3 000 et 4 000 personnes. On a demandé à toute la population de ne pas utiliser l'eau polluée jusqu'à ce que l'acide va se diluer. Le problème qu'ils rencontrent est qu'ils ne savent pas utiliser l'eau de la rivière pour arroser leurs champs et même pour certains travaux domestiques. Pour l'eau potable, ils ne peuvent plus consommer l'eau des puits. Comme il y a des risques de pollution, c'est pourquoi on avait demandé à ce qu'on puisse transporter de l'eau dans des citernes pour pouvoir donner ça aux populations. Jusqu'hier, les populations n'avaient pas encore reçu l'eau qui était attendue de la société Sicomine, qui avait pourtant promis d'amener des citernes aux populations riveraines. Donc la population était obligée de faire une dizaine de kilomètres pour aller chercher de l'eau dans des puits assez éloignés. Tamboué Lufungula, coordinateur provincial de la société civile à Kolwezi, il répondait à Laurent Martel. Direction à présent l'Éthiopie. On y célèbre ce dimanche le Nouvel An, suivi demain de la fête musulmane de l'Aïd. Mais ces festivités seront célébrées dans un contexte de tension. Depuis plusieurs mois, en effet, un mouvement de contestation a provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. Notre correspondant Karim Lebourg s'est rendu dans une petite ville à la sortie d'Addis Abeba, en région Oromo, une région la plus peuplée du pays, où un appel à la grève générale a été lancé afin d'honorer les contestataires tués au cours des manifestations. Ce qui frappe quand on arrive à Borayou, à une dizaine de kilomètres d'Addis Abeba, ce sont les magasins fermés. La grande majorité des commerçants ont fermé boutique, une marque de respect, disent-ils, pour les centaines de morts depuis le début de la contestation en région Oromo. Une forme aussi de désobéissance civile alors que les manifestations se font plus rares. Les forces de sécurité n'hésitent pas à tirer dans la foule. Conséquence, les signes de défiance aux autorités éthiopiennes se multiplient. À Borayou, la police est très présente, mais la ville fonctionne au ralenti. La station de bus est fermée. Comme dans toute la région Oromo, des activistes empêchent les bus de passer. Nous ne voulons plus de ce régime, c'est ce qu'on entend le plus souvent de la part d'Oromo excédés par la répression. Une vingtaine d'artistes ont aussi annoncé qu'ils boycotteront les célébrations du Nouvel An éthiopien ce dimanche à Addis Abeba en signe de deuil. Karim Lebourg, Addis Abeba, RFI. La coalition d'opposition a remporté les élections législatives aux Seychelles et c'est une première depuis le retour du multipartisme. C'était en 1993. Ce sont en tout cas les résultats officiels qui ont été publiés dans la nuit de samedi à dimanche. Si l'opposition prend le contrôle du Parlement aux Seychelles, le pouvoir exécutif reste dans les mains du président qui est à la fois chef de l'État et du gouvernement. Le scrutin était organisé sur 3 jours pour les 70 000 électeurs de cet archipel éparpillés sur 115 îles dans l'océan Indien. Et les Comores ont remis en question leur système électoral. Plusieurs dysfonctionnements ont en effet été constatés lors des élections législatives de 2015 et la présidentielle de cette année. Le cadre juridique ou encore la sécurité des bureaux de vote ont été largement discutés et les différents acteurs des élections ont émis des recommandations. Correspondance à Moroni dans Dizam Shangama. Au cœur des débats, la compilation et la diffusion des résultats, la composition et le fonctionnement de certains organes comme la CENI ou encore la sécurisation des bureaux de vote. Mohamed Daoud, le ministre de l'Intérieur en charge des élections. Au terme de 3 jours de travail, on a pu quand même avoir un dispositif, que ce soit s'agissant du fichier électoral qui doit être assaini, en ce qui concerne le cadre légal. Ça aussi, nous devons réviser certaines dispositions législatives. On doit aussi revoir la logistique pour mieux organiser et sécuriser l'acheminement des résultats. Ces recommandations vont être prises en compte
boycott une fois que la feuille de route sera validée par le gouvernement. Les membres de l'opposition ayant participé aux travaux se sont dit satisfaits de l'ensemble des préconisations, tout en précisant que des modifications dans la Constitution étaient inévitables. Pour Agostino Zacharias, le coordinateur du système des Nations Unies et représentant du PNUD, il faut rester vigilant. Les partis politiques sont mobilisés, l'État est mobilisé. Ça dépend de ce que la loi va dire, les réformes qui seront introduites. On va voir si on peut arriver à une situation qu'il y a une garantie de l'indépendance des institutions sans interférence des partis politiques et des autres secteurs de l'extérieur. La mise en place d'un comité de suivi composé de partis politiques, de médias et de la société civile est prévue lors d'un nouvel atelier d'évaluation du 20 au 22 septembre prochain. Anzizam Changama, Moroni, RFI. En Guinée-Bissau, après un an de tensions politiques, une proposition de sortie de crise a été acceptée. Proposition des dirigeants ouest-africains en visite de médiation à Bissau ce samedi. La délégation de la CEDEAO s'est entretenue avec le président José Mario Vaz, des membres de son gouvernement et avec des membres de partis représentés à l'Assemblée nationale ainsi que divers acteurs de la crise. La Guinée-Bissau traverse cette crise politique très profonde suite au limogeage en août 2015 par le président de son premier ministre Domingo Simoes Pereira. Les deux hommes politiques appartiennent au PAIGC, le parti historique de l'indépendance. Et puis sachez que les échanges commerciaux ont repris entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, malgré l'effondrement du pont ferroviaire de Dimbokro dans le centre du territoire ivoirien. En attendant la reconstruction du pont, les marchandises seront convoyées par la route entre Bouaké et Abidjan, mais également par le chemin de fer entre Bouaké et Ouagadougou. La Cita Rail a aussi mis en service des bus entre Bouaké et Abidjan pour les passagers. Et selon la compagnie, aucun surcoût ne devrait être appliqué aux tarifications voyageurs. En Afrique du Sud, le Trésor public a décidé d'accorder un prêt de 309 millions d'euros à la compagnie aérienne South African Airways. L'entreprise nationale est en effet en grande difficulté financière. La compagnie aérienne publique affiche des pertes vertigineuses et son maintien à flot a déjà coûté plus de 928 millions d'euros aux contribuables. C'est également un sujet de tension entre l'exécutif et le ministère des Finances qui a pourtant validé ce plan de sauvetage, mais à quelques conditions. Les précisions de Lisa Fabian à Johannesburg. Le Trésor sud-africain exige une plus grande responsabilité financière de la compagnie South African Airways en échange de ce plan d'aide de 309 millions d'euros. Le prêt est livré sous conditions strictes afin d'assurer la viabilité financière de la compagnie dans les 5 prochaines années. Des mesures de réduction des coûts doivent être définies. Le conseil d'administration de South African Airways devra également faire des rapports réguliers au Trésor. La compagnie aérienne a perdu beaucoup d'argent. Elle n'a pas pu publier ses états financiers ces 2 dernières années. Entachée par la controverse et la mauvaise gestion financière, South African Airways pèse lourd sur les finances de l'État. Un nouveau conseil d'administration vient d'être nommé pour tenter de remettre de l'ordre dans les affaires de la compagnie, mais sa présidente controversée reste en place. Doudou Mieni, une très proche de Jacob Zuma, occupe ce poste depuis 2009. Son maintien à la tête du conseil d'administration de South African Airways a été jugé irrationnel par l'opposition. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. Les responsables gouvernementaux réunis à la conférence de l'Union internationale pour la conservation de la nature à Hawaï ont adopté un texte appelant à mettre un terme à tous les marchés domestiques de commerce d'ivoire. Malgré l'opposition de la Namibie et du Japon notamment, la motion qui est non contraignante a été adoptée le jour de la clôture de la conférence. Conférence qui a duré 10 jours et qui a réuni 9000 personnes à Honolulu. C'est à Hawaï, aux États-Unis. Vous écoutez RFI, il est 4 heures passées de 44 minutes en temps universel. Dans la seconde partie de cette édition, nous parlerons de sport. Ce sera dans quelques minutes avec Alexandre Seban. Puis du sport à la culture, nous terminerons avec une page cinéma, un film de braquage, un film social qui met sur le devant de l'écran les ravages de la crise économique au Texas. Et dans quelques secondes maintenant, on retrouve l'invité des RFI. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez. C'est un acte de défiance à l'encontre du président Mugabe. La justice du Zimbabwe a décidé de lever l'interdiction de manifester décrétée par le gouvernement. Après 36 ans au pouvoir, Robert Mugabe est de plus en plus contesté. La société civile exige sa démission. Nous lançons le débat. 33 9 693 693 70. Juan Gomez, avec vous au téléphone demain, à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Céline Pellarin.
Ensemble, ils vont discuter des élections, du dialogue politique et de la situation sécuritaire dans l'Est. Le nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur Montemayor, est au Vatican aujourd'hui. L'occasion d'évoquer avec le pape François la situation en RDC. Déjà, le mois dernier, le chef de l'Église catholique avait dénoncé le silence honteux de la communauté internationale devant les multiples massacres commis à Beni dans la région du Nord Kivu. Et dans le même temps, la conférence épiscopale du Congo œuvre à la facilitation du dialogue politique. L'Église catholique s'implique depuis longtemps dans la vie politique et sociale congolaise. Pour en parler sur RFI, l'abbé Léonard Santedi, secrétaire général de la SENCO, est l'invité d'Anthony Lati. Bonjour abbé Léonard Santedi. Bonjour. Pensez-vous que le pape puisse faire avancer les choses ? Le pape François suit de près la situation à RD Congo, mais aussi dans d'autres pays en tant que grand défenseur de la paix, de la justice. Et donc, nous sommes heureux que Son Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, puisse le rencontrer et qu'au menu de leur rencontre, il puisse y avoir une parole peut-être du Saint-Père pour la paix dans le pays, comme l'Église elle-même est engagée à ce qu'il y ait la paix et qu'on puisse éviter les chaos en RD Congo. À la SENCO, vous êtes aussi impliqué dans le processus de dialogue politique. Vous croyez que ce dialogue qui vient de s'ouvrir entre le pouvoir et une partie de l'opposition peut permettre l'organisation rapide d'élections ? L'Église demande qu'il y ait davantage de mesures de décrispation. L'Église demande aussi que ce dialogue se fasse dans le respect des fondamentaux de la Constitution. Et si on s'engage dans ces lignes-là, il est possible que, on arrive à relancer le processus électoral qui, à l'heure actuelle, est dans l'impasse. Mesures de décrispation, par exemple, lesquelles ? Oui, alors, dans l'échange que la SENCO a pu avoir avec les acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, il a été question des libérations des prisonniers politiques et d'opinion. Il y a déjà des pas encourageants qui ont été faits. Il y a donc des prisonniers qui se trouvent dans la même situation que ceux qui ont été libérés. Et donc l'Église, notamment le président de la SENCO, en appelle à ce qu'on prolonge ces gestes-là, ces mesures de grâce. Et il a lui-même remis une liste aux autorités gouvernementales pour examiner la faisabilité de continuer à libérer d'autres prisonniers politiques. Est-ce que vous regrettez l'absence d'une partie de l'opposition ? Effectivement, l'Église considère qu'un dialogue qui est ouvert aux grandes familles de l'opposition a plus de chances d'aboutir à des résolutions consensuelles. Et c'est pourquoi le président de la conférence épiscopale continue, même si le dialogue a déjà commencé, il continue à rencontrer les acteurs politiques de l'opposition, mais aussi de la majorité, essayer de créer des passerelles. Si on peut encore avoir d'autres acteurs de l'opposition, ça serait une bonne chose pour le pays. En tout cas, pour le moment, c'est quand même regrettable qu'on ne puisse pas avoir tous ces grands acteurs autour d'une table. Ces opposants qui ne participent pas au dialogue, ils pensent que ce dialogue, c'est un leurre et que le pouvoir ne respectera pas de toute façon les délais constitutionnels. Vous, qui essayez de faciliter ce dialogue, est-ce que vous n'avez pas l'impression de tomber d'une certaine façon dans un piège du pouvoir ? En tout cas, il a été clair dans le communiqué donné par le président de la conférence épiscopale. Il a invité ceux qui sont au dialogue à ne pas trahir la Constitution et en disant que l'Église ne pourra pas cautionner ce qui pourrait ressembler à cette trahison. Et dans ce sens-là, l'Église serait prête à quitter ce dialogue. Donc, mais pour le moment, on ne veut pas faire de procès d'intention et on appelle à la responsabilité de ceux qui sont au dialogue et on espère qu'ils vont travailler en toute confiance à redonner l'espoir au peuple dans l'organisation des élections qui soient crédibles, transparentes et démocratiques. Abbé Léonard Santedi, si on prend un petit peu de recul maintenant, de quand date l'implication forte de l'Église dans la société et dans la politique congolaise, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays? En tout cas, l'Église catholique, dès les premières heures de l'indépendance à RD Congo, a été toujours vraiment impliquée
au plus un peu de la condition humaine pour une société de plus de justice et de paix. Il y a eu des tribulations aux premières heures de l'indépendance. L'Église a été très, très impliquée. Bon, même pendant la Deuxième République, on sait l'implication de l'Église pour la conférence nationale souveraine. C'est une tradition de l'Église catholique en RD Congo d'apporter sa contribution. C'est une contribution pour la construction d'une société qui soit juste, équitable, pour le service du bien-être de la population congolaise. Merci Abbé Léonard Santedi. L'abbé Léonard Santedi, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, il était l'invité d'Anthony Latier. À la une de l'actualité internationale en Syrie, 58 personnes ont été tuées dans des raids aériens dans la ville rebelle d'Idlib. C'est une nouvelle tuerie juste avant l'entrée en vigueur d'une trêve qui a été acceptée par le régime de Damas et qui doit débuter demain lundi. L'accord de trêve annoncé par la Russie et les États-Unis vendredi soir doit favoriser une réduction immédiate des violences et une reprise des négociations vues d'une transition politique. Il pourrait également déboucher sur une coopération militaire inédite contre les djihadistes de la part de Washington et Moscou, qui soutiennent des camps adverses dans le conflit syrien. Aux États-Unis, 15e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Près de 3000 personnes sont décédées dans les attaques d'Al-Qaïda. 15 ans après, 75 000 personnes souffrent toujours de troubles mentaux ou physiques liés à ces attaques. Les deux candidats à l'élection présidentielle, démocrate et républicain, la sénatrice de New York au moment des attentats, Hillary Clinton, et le magnat de l'immobilier de Manhattan, Donald Trump, doivent assister à la cérémonie du souvenir aujourd'hui. En Colombie, 13 mineurs ont quitté hier les camps des FARC. Cela marque le début de la démobilisation des enfants et des adolescents de la guérilla marxiste, conformément aux accords de paix négociés avec le gouvernement colombien. Et puis en France, une première suspecte a été mise en examen et écrouée samedi soir. Décision de justice dans la double enquête sur un attentat avorté à la voiture piégée à Paris et sur une autre attaque imminente de la part d'un commando de femmes djihadistes. Vous êtes à l'écoute des RFI, il est 4h52 en temps universel et c'est l'heure des sports. Bonjour Alexandre Seban. Bonjour Céline, bonjour à tous. Football pour commencer avec la 26e et dernière journée du championnat de Côte d'Ivoire. Bis repetita pour l'AS Tanda, le club basé dans la région de Goutungo qui a conservé sa couronne de champion de Côte d'Ivoire. La belle histoire continue pour le club de l'Est du pays. Promu en Ligue 1 lors de la saison 2013-2014 et sacré pour la deuxième fois en 3 saisons parmi l'élite. Grâce à sa victoire 1-0 à domicile face au FC Korogo, l'AS Tanda termine la saison avec 4 points d'avance sur le COE San Pedro et le Sporting Gagnoa. L'entraîneur Amani Yao félicite les siens pour leur régularité cette saison. Sentiment de joie, de fierté pour les joueurs, pour les dirigeants, pour le staff qui m'accompagne. Voilà, pour le président qui met beaucoup de moyens. Au terme d'un marathon de 26 journées, c'est l'équipe la plus régulière qui a remporté le championnat. Aucun match n'est facile, surtout il y avait énormément de pression sur les jeunes joueurs. C'est le match qu'il ne fallait pas rater. Mais j'avais une confiance en eux parce qu'ils ont un mental inusable à toute épreuve pour aller chercher. Ils l'ont montré ici contre Korogo, contre Gagnoa, contre la SEC à Abidjan où dans les derniers instants ils ont débloqué la partie. Donc je savais qu'à tout moment en poussant, ils seront récompensés de leurs efforts. En 13 rencontres à domicile, nous avons pris 10 victoires et 2 nuls. Nous avons perdu un seul match ici que contre la SOA. Donc nous avons engrangé 32 points sur 39. À l'extérieur, on a encore pris des points. C'est l'équipe la plus régulière qui l'a emporté. Si vous n'êtes pas régulier, vous ne gagnez pas un championnat. Un match de coupe, oui, mais pas un championnat. Amani Yao, l'entraîneur de l'AS Tanda au micro d'Emmanuel Kofi. L'AS Tanda représentera donc le pays en Ligue des Champions avec le COE San Pedro, 2e la saison prochaine. Gagnoa, 3e, ira en Coupe de la Confédération en compagnie de la SEC Abidjan. En Angleterre, Alexandre, le choc de la 4e journée entre les deux Manchester a tenu ses promesses. Une nouvelle fois, Guardiola prend l'avantage sur Mourinho. City remporte le derby de Manchester. Victoire 2-1 sur le terrain du rival United. 2 joueurs africains étaient sur la pelouse, un de chaque côté. À l'image de leur club, ils ont connu des fortunes diverses, Hugo Moissonnier. Il n'a même pas 20 ans, mais il a déjà les épaules pour remplacer Sergio Agüero. Dès le quart d'heure de jeu, le jeune Nigérian de Manchester City, Kelechi Iheanacho, s'impose dans les airs face à l'Ivoirien de United, Eric Bailly. Déviation de la tête pour lancer le Belge Kevin De Bruyne qui ajuste dans la foulée David De Gea, 1-0 pour les visiteurs. 20 minutes plus tard, les Sky Blues concrétisent leur domination. De Bruyne envoie une frappe sur le poteau, le ballon revient sur Iheanacho justement. Il profite du cadeau 2-0. Et
et premier but pour le Super Eagles cette saison. Mais les Citizens se font surprendre avant la pause. Zlatan Ibrahimovic profite d'une erreur de leur nouveau gardien, Claudio Bravo, pour réduire la marque. En seconde période, United presse, les hommes de Guardiola tiennent plus difficilement le ballon. Résultat, le coach espagnol fait rapidement sortir son attaquant nigérian pour faire entrer un milieu de terrain, Fernando. Mais les Red Devils ne parviennent pas à revenir. Manchester City, une nouvelle fois sans Yaya Touré, qui ne figurait toujours pas sur la feuille de match, prend provisoirement seul les commandes de la Première Ligue. Dans l'autre club de la ville, l'ambiance est forcément un peu plus morose. Après le coup de sifflet final, José Mourinho n'hésite pas à s'en prendre à certains de ses joueurs, dont Eric Bailly, coupable selon le Special One de ne pas avoir respecté les consignes. Dans les autres rencontres de cette 4e journée de Première Ligue anglaise, Liverpool étrit Leicester, le 4-1, le champion en titre, avec une réalisation du Sénégalais Sadio Mané pour les Reds de Liverpool. Arsenal s'impose sur le fil 2-1 devant Southampton et Tottenham cartonne Stoke City 4-0 au classement avec 12 points. City seul en tête avant le match de Chelsea aujourd'hui à Swansea. Et on termine, Alexandre, avec du football en salle, le futsal. La 8e Coupe du Monde a démarré en Colombie. Et le carton de la soirée est à mettre au crédit de l'Égypte qui a écrabouillé Cuba 7-1. Dans l'autre rencontre du groupe B, la Russie bat 6-4 la Thaïlande. Dans le groupe A, Panama 3, Ouzbékistan 1 et la Colombie accrochée par le Portugal 1-1. Aujourd'hui, le Mozambique entre en lice face à l'Australie. Merci Alexandre Seban. C'était le journal des sports et on vous retrouve Alexandre dans les prochaines éditions d'Afrique Matin. Vous écoutez la radio du monde, il est 4h passées de 56 minutes temps universel. Carrefour de l'Europe, Vincent Soriot. Le Royaume-Uni a coupé les ponts, les partis populistes progressent, la crise migratoire divise les Européens. Avant le sommet de Bratislava la semaine prochaine, comment relancer la machine, digérer le Brexit, trouver des idées neuves? C'est le casse-tête des dirigeants de l'Union et c'est notre débat dans Carrefour ce week-end. Carrefour de l'Europe, Vincent Souriau. Aujourd'hui, à partir de 16h10 TU. RFI. Parlons cinéma à présent. En France, vous pourrez retrouver sur les écrans à partir de mercredi Comancheria de David Mackenzie, un film américain présenté au Festival de Cannes en mai dernier dans la section Un certain regard, un film de braquage mais qui met en avant les ravages de la crise économique au Texas et c'est Sophie Torlotin qui nous en parle. Bonjour tout le monde, ouvre la caisse. T'as un flingue sur toi le vieux? Quelle question, bien sûr que j'ai un flingue. Vous allez aussi voler mon flingue? C'est pas vous qu'on vole, c'est la banque. Deux hommes cagoulés dévalisent les petites agences d'une banque du Texas. On comprend vite que ce sont deux frères. L'un vient de sortir de prison, l'autre est un fermier qui ne s'en sort plus avec les traites. Ils savent exactement ce qu'ils font. Je pense qu'ils veulent rassembler une somme précise. Alors tous, deux Texas Rangers, deux patrouilleurs de cet état mythique de la conquête de l'Ouest. Entre western et road movie, le réalisateur écossais David Mackenzie joue avec les codes du cinéma de genre américain. C'est ce que j'aime dans cette histoire. Vous ne connaissez pas ces personnages, ils attaquent des banques et vous apprenez à les connaître. Et vous vous dites que finalement, ce sont des gens bien, qui agissent mal et qui n'ont peut-être pas si tort. Vous finissez par bien aimer ces hors-la-loi. Et puis vous rencontrez les Texas Rangers, que vous finissez par bien apprécier aussi. Tout se mélange. Le film ne juge aucun des personnages, mais explore leurs motivations. Jeff Bridges incarne le patrouilleur en chef, un fin limier à une semaine de la retraite et qui ne cesse de se moquer de son adjoint aux origines indiennes. Je pense que ce sont des blagues tendancieuses sur une ligne de crête, mais ce n'est pas du racisme à proprement parler. Cela vous met mal à l'aise, mais cela fait partie de la relation bizarre qu'entretiennent ces deux patrouilleurs. Vous croyez qu'ils ne s'apprécient pas, mais vous vous rendez compte qu'ils sont très proches. Cela fait partie du côté cow-boy et indien du film. Vous êtes là depuis longtemps? C'est pour voir le braquage de la banque qui me vole depuis 30 ans. Film noir, Comancheria comporte un sous-texte clairement politique, car dans cette région du Texas, la crise des subprimes a laissé de nombreuses familles sur le carreau. Les cow-boys sont fatigués, expropriés, comme le furent un siècle avant eux les Indiens qui habitaient cette terre. C'est beau quand ce personnage de patrouilleur du Texas parle de ces paysages grandioses. Il y a 2 siècles, c'étaient les territoires de ses ancêtres, les Indiens Comanches. Ils en ont été chassés lors de la conquête de l'Ouest. Et voilà que les descendants des pionniers sont à leur tour dépossédés par les banques.
Et c'est ce qui résonne avec ce bout de territoire de l'ouest du Texas, Comancheria, le territoire Comanche. Long ago and far away, my old common labor shoes. Comancheria de David Mackenzie, un film à retrouver dès mercredi sur les écrans français. Just because you asked me to.